source, ça repose sur le refus de l'incarnation. Et ensuite, il y a eu des répercussions d'ordre politique et financière, et cela a touché en priorité le monde anglo-saxon. La première marque, c'est suite à la défaite anglaise face aux Français en 1214, la bataille de Bouvines, vous avez eu une révolte des barons anglais en 1215 face au roi Jean sans Terre, et cette révolte des barons anglais a permis à une caste financière, à une oligarchie, d'imposer ses vues au pouvoir politique. Et vraiment, la Magna Carta, à partir de 1215, est le démarrage officiel de cette oligarchie anglo-saxonne qui va prendre un poids certain au XVIIe siècle avec la mort en 1649 du roi d'Angleterre, Charles Ier, avec Cromwell. Cromwell, puritain de son état, qui va instaurer une dictature, et cette puissance oligarchique anglaise va augmenter. Pourquoi? Parce que vous aviez à cette époque le foyer de la finance marane qui était aux Pays-Bas, enfin à l'époque les Provinces-Unies. Et vous allez avoir un accord au XVIIe siècle, dans les années 1655, 1656 et les années qui suivent, entre les dirigeants de cette communauté marane financière, le Wall Street hollandais, avec Menasseh Ben Israël, et Cromwell, et cette puissance financière hollandaise, marane, va basculer des Pays-Bas à la City de Londres. Et c'est véritablement la naissance, le renforcement considérable de cette puissance anglo-saxonne liée au monde de la finance venant des Provinces-Unies. Et puis par la suite, ça a augmenté en puissance avec la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Ça a monté au cours des siècles, avec en particulier les Rothschild qui ont joué un très grand rôle. Vous avez le père fondateur, Mayer Amschel Rothschild, il avait 5 fils, dont un qui s'est installé à Londres au début, fin 18e siècle. Et vraiment, la dynastie Rothschild de Londres a joué un rôle très important, en particulier avec un certain Cecil Rhodes. Cecil Rhodes qui est le grand représentant de l'Empire britannique, mais ce dernier n'a pu agir qu'en fonction, entre autres, de Nathan de Rothschild. Et c'est ça qui est raconté en particulier dans le livre, le magnifique livre de Carroll Quigley, qui était un très grand professeur aux États-Unis d'histoire, qui a enseigné dans les plus grandes écoles, enfin universités américaines. Et j'ai eu le privilège de faire cette préface, et il explique parfaitement cette élite anglo-américaine de la deuxième moitié du 19e siècle, 19e jusqu'aux années 50 en gros. Et il a expliqué dans ce livre justement qu'il était d'accord avec les objectifs de ces mondialistes auxquels il appartenait, oui, mais qu'il dénonçait ces méthodes. Oui, parce que ce sont des méthodes, comment dire, secrètes. Voyez-vous, chose intéressante, Quigley est mort en 1977, il a demandé que son livre paraisse après sa mort. 81. Et effectivement, c'est en 81, Anglo-American Establishment. Bon. Pourquoi? Parce qu'il montre, avec des références extraordinaires, la politique secrète d'une élite anglaise, en lien avec une élite américaine, pour instaurer, une puissance anglo-saxonne pour diriger le monde. Et cela touche donc le milieu de la finance, le milieu politique, en lien entre autres avec le roi Édouard VII. Évidemment, la figure de proue dans cette histoire, c'est Cecil Rhodes, mais aussi de toute une ramification. Et le fils spirituel de Cecil Rhodes, c'est Alfred Milner. C'est lui qui va lancer les fameuses bourses d'études Cecil Rhodes, déjà initiées par Rhodes lui-même, et c'est lancé à partir de 1904, c'est pour recruter des personnes, des étudiants, domaines politiques, économiques, juridiques, militaires, appelés à occuper des postes élevés. Et donc depuis 1904, Alfred Milner a joué un très grand rôle dans ce qu'on appelait le groupe Milner. Et vous avez donc des subdivisions au sein de ce groupe qui occupaient les postes clés en Angleterre comme aux États-Unis. Et ils ont vraiment diffusé un idéal. Et cet idéal, c'est un idéal technocratique. Voyez-vous, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faudra parler de la fondation franco-chinoise, la France China Foundation. Et parmi les partenaires de cette fondation, vous avez la Banque Lazare. Eh bien, un des représentants de la Banque Lazare dans les années 20 s'appelait Robert Brandt, lié à Milner. Et ce Robert Brandt disait que les démocraties devaient être évacuées au profit d'une oligarchie, parce qu'il précise que les démocraties ne sont pas faites pour établir des budgets équilibrés. Il n'y a qu'eux, en tant que technocrates avant l'heure, qui sont en mesure de bien régenter le genre humain. Alors venons-en à l'actualité, Pierre Hillard, et à l'actualité covidienne. On va rappeler que cette maladie est apparue en Chine en novembre 2019. Le fait est que plusieurs organisations internationales avaient déjà imaginé une pandémie d'origine animale à partir de 2010. Vous en pointez les détails.
pour le moins troublant dans la version augmentée de la réédition des chroniques du mondialisme. Expliquez-nous. Oui, c'est dans une très longue conclusion, donc rédigée pour Chronique du mondialisme aux éditions Culture et Racines, et livre qui sort début novembre, je l'indique, où j'ai expliqué un peu l'arrière-fond, la chronologie. Effectivement, la Fondation Rockefeller a, en 2010, présenté un rapport avec différentes possibilités, en particulier le rapport qui explique possibilité d'une pandémie qui cause énormément de morts et qui oblige à l'instauration de mesures dictatoriales pour gérer la situation et le désordre. Qu'il y ait une certaine autorité forte pour gérer une situation bancale. Je vois bien, le problème, c'est qu'ils ajoutent que même lorsque le problème passe, que la pandémie est surmontée, ces mesures autoritaires perdurent. Et d'ailleurs, élément révélateur, le rapport de la Fondation Rockefeller est agrémenté de plein de caméras de surveillance qui, elles, ne sont pas démontées après la pandémie. Mesures qui perdurent et qui s'intensifient. Et qui s'intensifient, oui, c'est vous-même qui ajoutez ce mot, c'est-à-dire qu'en fait, il serre la vis encore plus. L'histoire du Covid, c'est un outil au service d'une cause supérieure, c'est-à-dire création de gouvernance mondiale avec une spiritualité bien particulière. Et cette histoire de la Fondation Rockefeller, qui donc initie cette chose-là en 2010, eh bien, cette histoire a été reprise dans une bande dessinée éditée par l'Union européenne sous l'égide de Jean-David Morvan, avec le titre Infected, infecté, qui raconte l'histoire d'une pandémie qui part de Chine, curieux, ça aurait pu être le Pérou, le Groenland, les îles Maldives, non, c'est la Chine, avec énormément de morts, et il y a donc une pagaille, et ils arrivent, au bout de plusieurs mois, à trouver le vaccin salvateur, et à donc régler la situation, et la bande dessinée se termine par une réunion de tous les grands Manitou de l'Union européenne, en liaison directe avec le secrétaire de l'ONU à New York et le ministre des Affaires étrangères, enfin le secrétaire d'État américain. Et tout ça se termine sous les flonflons pour dire en gros, on a dominé et réglé la situation, mais ça va nous aider aussi à instaurer une mesure unique pour gérer les problèmes de santé à l'échelle planétaire. En fait, ces problèmes sont utilisés pour mettre en place des mesures qu'on ne pourrait pas installer si le problème n'existait pas. Donc, bienvenue le problème. Vous estimez, Pierre Hilard, que l'apparition de cette pandémie, le Covid-19, et son utilisation pour imposer un confinement général, des mesures liberticides, l'effondrement des économies mondiales n'est qu'un phénomène déclencheur, mais pour déclencher quoi? Pour aller vers quoi? L'histoire de ce Covid qui est apparu fin 2019, voyez-vous, c'est au mois d'août 2019 que j'ai pris conscience qu'il y aurait un événement déclencheur. Ça, certes, je le savais. J'ai toujours su que pour mettre en place pour passer d'un monde à un autre, il faut ce que j'appelle l'allume-gaz. Il faut un événement brutal, un événement qui tape dur, qui oblige à passer d'un monde à un autre. Bon. En août 2019, vous avez eu la fameuse réunion des grands banquiers Fed, BCE, Banque du Japon, etc. aux États-Unis, à Jackson Hole. Et là, vous avez eu le patron de la Banque d'Angleterre qui s'appelle McCartney, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il dit que c'est la fin du dollar, qu'il faut mettre en place une monnaie synthétique hégémonique, et il précise que cela ne se fera pas sans heurts. C'est la formule ouatée de ces princes du mondialisme qui vous disent avec une tasse de thé que ça va se produire dans un événement cataclysmique. Bon. Et donc lorsque j'ai lu ça en août 2019, je me suis dit, bon, ça y est, ils officialisent le déclenchement, la bascule. Mais quel va être l'allume-gaz? Et dans cette histoire, c'était la Covid. On dit la Covid, c'est au féminin, paraît-il. Au début, je disais ça au le. Bon, enfin, après, les féministes vont tomber de leur chaise. Oui, elles font à cette manière. On va en parler tout à l'heure et en termes délicats. Donc, lorsque j'ai vu l'histoire du Covid-19 arriver, là, j'ai pris conscience que c'est l'outil. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde s'excite sur l'outil, alors qu'il faut comprendre ça comme un outil au service d'une cause supérieure. Et donc, ça a été le processus pour lancer une bascule qui permet de détruire les économies occidentales, enfin mondiales, car il faut détruire le monde issu de 44-45, des accords de Bretton Woods en particulier, on en parlera avec le coût du dollar, et il faut donc un choc. Et donc il y a eu ce confinement, et pour vous montrer l'aspect liberticide de la chose, donc on a été bloqué du 17 mars au 11 mai
2020, et ensuite il y a eu un déconfinement léger, on pouvait se déplacer de chez soi dans un rayon de 100 km sans avoir à présenter ses papiers. Eh bien, je demande aux personnes de se référer au grand classique, 1984, Orwell. Alors, à titre personnel, j'ai l'édition de poche. Alors, vous allez page 158, et l'ami Orwell, donc livre paru en 1949, précise que dans ce monde kafkaïen et dictatorial, liberticide à souhait, eh bien, les personnes peuvent sortir de chez elles sans présenter leur papier d'identité dans un rayon de 100 km. Il faut dire que je crois que nos dirigeants se sont appuyés sur les propos d'Orwell. Je précise que là, je cite Orwell 1949, mais j'ai déjà, je crois, eu l'occasion de le dire sur ce plateau, et en tout cas de l'écrire dans mes livres, et je l'ai précisé dans la conclusion faite pour Chronique du mondialisme, c'est que tout programme est annoncé dès 1516, dans Utopia, de Thomas More. Annoncé aussi dans l'ouvrage d'Émeric Crusset, 1623, Le Nouveau Ciné, dans La Nouvelle Atlantide, de 1626 avec Francis Bacon, et de, je pense, comment dire... Anaxarchis Klotz avec La République du genre universel, La République du genre humain, d'ailleurs qui a été édité avec une préface de ma part aux éditions Omnia Veritas, un monde unifié, technocratique, un monde divisé en 1000 cases départementales, anticatholique, parce que le fond du mondialisme, dans son essence, c'est anticatholique, hein, c'est l'élément clé, c'est le refus de la révélation. Ça, quand on a compris ça, ça ouvre beaucoup de portes. Mais il ne faut pas trop les ouvrir parce que sinon on choque certains. Donc, bien comprendre ça, et parmi les ouvrages qui annoncent et qui expliquent la situation actuelle, et on n'est qu'au début, j'en parle dans un de mes livres, Atlas du mondialisme. Il faut lire le livre de 1912 du colonel House, Philippe Dru, administrateur, qui explique dans le cadre d'une gouvernance mondiale en préparation. Colonel House qui était le conseiller du président Wilson. Et d'ailleurs, le fameux 14 points du président Wilson, c'est pas Wilson, c'est Colonel House. Petite précision, Colonel House, donc 1912, qui raconte, suite à une guerre violente aux États-Unis, guerre civile, qui raconte un coup d'État, Philippe Dru, issu de West Point, le Saint-Cyr américain, et qui met en place une dictature avec abolition de la Constitution américaine et met en place un système politique et économique qui aurait plu, je le cite, même à Karl Marx. Pour mettre en lumière, et ça sera ma dernière question pour cette première partie, oui. Pierre Hélard, pour mettre en lumière l'esprit du mondialisme, cette tournure d'esprit, vous évoquez la leçon de numérologie de l'ancienne directrice générale du FMI, Christine Lagarde, oui. Qu'elle avait faite lors d'une conférence de presse en janvier 2014. De quoi s'agissait-il? Alors, Christine Lagarde, à l'époque patronne du FMI, maintenant l'État BCE, a présenté ses vœux à la presse en janvier 2014. Les vidéos sont sur YouTube. Et on lui a refilé quelques recommandations. Et d'ailleurs, elle-même le dit tout au début de la tribune, où elle met en valeur l'importance du chiffre 7. Alors elle dit, nous sommes en 2014, donc que ça va faire 70 ans qu'ont eu lieu les accords de Bretton Woods, 1944, qui instaurent donc le dollar comme monnaie de référence. Et elle dit, enlevez 0 et il reste 7. D'ailleurs, elle dit 2014, enlevez 0, 2, 1 et 4, ça fait 7. Enfin, bref, elle fait l'apologie du chiffre 7. Alors il faut savoir que dans le mondialisme... Et pourquoi cette personne, qui est à l'origine avocate, s'intéresse à cette science numérologique? Alors, comme vous le savez, ceux qui nous dirigent, que ce soit les hommes politiques, les dirigeants financiers, etc., ne sont que les porte-paroles. Les vrais patrons sont dans les coulisses. Je citais tout à l'heure Alfred Milner, il est inconnu au bataillon, et pourtant c'est grâce à Quickley qu'on le sait, puisque, par exemple, la fameuse déclaration Balfour de 1917, celui qui l'a rédigée, ce n'est pas Arthur James Balfour, c'est Alfred Milner. Et on l'a su grâce au secrétaire privé de Balfour, qui l'a annoncé lors d'un discours au Parlement britannique en 1937. Et c'est Milner. Donc, j'allais dire que Christine Lagarde n'est que l'employé porte-parole, plus ou moins habile, plus ou moins efficace, de l'oligarchie qui mène le monde. Et donc on lui a dit, Christine, il va falloir faire l'apologie du chiffre 7. Ah bon, oui chef, bon, d'ailleurs on sent au début, on la voit, elle est un peu à la fois agacée, amusée, puis un peu désorientée. Mais le chiffre 7 est très important. Lorsqu'on parle de James Bond 007, vous enlevez les 0, il reste le chiffre 7. Mais pourquoi le chiffre 7? Pourquoi pas James Bond 00215 ou 3027? Le 7, dans l'esprit de la Kabbale, qui est donc
l'esprit du mondialisme, eh bien, exprime l'idée de, comment dire, de complémentarité. Je pense à quelque chose, peu importe. Et ce chiffre 7, on le retrouve dans les documents qui était adressé à la reine Élisabeth Ier, donc là on est au XVIe siècle, par son conseiller et espion John Dee, D2E, qui était un kabbaliste et aussi un espion, donc qui fournissait ces documents. 007, les 00 représentaient les yeux réservés uniquement à la reine, donc il s'adressait uniquement à la reine Élisabeth Ier, et le chiffre 7, idée de totalité, il disait tout à la reine. Eh bien, ce chiffre 7 est le chiffre traditionnel, et donc, comment elle s'appelle, Christine Lagarde, on lui a conseillé de parler de l'importance du chiffre 7, et chose intéressante, et d'ailleurs je le précise dans la conclusion de Chronique Mondialisme, elle parle donc de 2014, et lors de ce discours de l'importance du chiffre 7, or, comme par hasard, non ans plus tard, 2021, c'est l'année de la grande réinitialisation, et on va en le parler. fameux Great Reset. Voilà, c'est ça. Dans un instant, c'est pas l'effet du hasard. En attendant, on va faire une courte pause, on se retrouve.